Bonjour à tous. C'est quand même avec une certaine émotion que je reviens ici puisque je suis un ancien étudiant de Paris 1. Ça remonte à pas mal d'années maintenant, mais c'est toujours, vous verrez ça peut-être plus tard, en tout cas c'est toujours un bon souvenir quand même de revenir dans les lieux où on a soi-même étudié. Alors, Christophe Pierucci m'a demandé d'intervenir sur le thème « Le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics ». Et comme vous êtes évidemment tous déjà, en tout cas en partie, des connaisseurs de ce régime, je me suis dit je ne vais pas vous faire une intervention un peu classique, descriptive. Je vais essayer de renverser un peu la chose et puis pour la rendre un peu dynamique, je vais essayer de traiter du sujet en 10 questions que je me suis posées à moi-même, mais qui sont des questions qui reviennent assez souvent comme ça, hein, dans la doctrine, de la part des justiciables, et parfois qui sont des questions un peu voilà, qui nous poussent dans les retranchements. Voilà. Et puis dans un deuxième temps, bien évidemment, on aura l'occasion d'échanger. Donc j'ai essayé d'imaginer 10 questions, de résumer finalement ce régime, ce nouveau régime dans 10 questions. Et donc évidemment, vous aurez les slides si vous les souhaitez ensuite. La première question, qu'est-ce que la responsabilité financière des gestionnaires publics finalement? Qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on? Le régime de responsabilité des gestionnaires publics est-il nouveau? Puisque c'est le sujet qu'on dit un nouveau régime. Est-ce qu'il est vraiment nouveau? Est-ce que ce régime est nécessaire? Est-ce qu'on en a finalement besoin? Pourquoi est-ce qu'il a fallu autant de temps pour aboutir à un tel régime, historiquement? Cette notion de gestionnaire public est-elle pertinente? Le comptable public est-il un gestionnaire public comme un autre? Les infractions et les sanctions sont-elles adaptées aux besoins de protection de l'ordre public financier? La faute de gestion existe-t-elle? On en parlait tout à l'heure, c'est un vaste débat. De quoi le juge financier est-il le juge finalement? Qu'est-ce qu'il juge en fait? Et finalement, dernière question, est-ce que l'ordre public financier n'intéresse-t-il que le juge financier? Voilà. Alors, la première question, qu'est-ce que finalement la responsabilité financière des gestionnaires publics? Alors, cette terminologie, responsabilité financière des gestionnaires publics, elle est dans la loi, hein, puisque en fait, l'ordonnance de 2022 qui a réformé ce régime, eh bien, utilise exactement cette terminologie-là. Et pourtant, ce n'est pas très évident, a priori. Il faudrait aller voir un peu ce que signifient les différents mots. Et bon, je commence ici, mais c'est toutes les questions qui suivront finalement permettront de traiter cette question. En quoi finalement c'est une responsabilité financière? Gestionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis public, qu'est-ce que ça veut dire également? Donc on a une terminologie qui a été choisie, qui en fait est, il faut le dire tout de suite, assez approximative. On le verra tout à l'heure, mais c'est finalement une bonne façon de désigner l'objet, hein. Alors, moi, j'ai tenté justement, du coup, de vous donner une définition que j'ai notée là. Qu'est-ce que ce régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est un régime de responsabilité de droit public financier qui permet aux juges financiers de sanctionner par des amendes les acteurs qui interviennent dans la gestion des organismes faisant partie de la sphère publique lorsqu'ils ont commis des infractions prévues par le Code des juridictions financières. C'est un peu long. Évidemment, une loi ne peut pas avoir un titre comme ça, et donc on raccourcit, on dit RFGP, d'ailleurs, c'est ce cycle-là qui maintenant est en vigueur un peu partout. Alors, une fois qu'on a fait cette définition-là, on peut s'interroger un peu sur des synonymes, finalement. Parce que, j'en parlerai tout à l'heure, ce régime, il ne vient pas de nulle part, il a en fait déjà existé, et donc on a parfois des synonymes en doctrine ou dans l'usage des juridictions. Il y a d'abord la terminologie discipline budgétaire et financière, qui est en fait la terminologie, on peut dire, ancienne, puisqu'il y avait jusqu'en 2022 la Cour de discipline budgétaire et financière. Et donc, finalement, discipline budgétaire et financière, ça veut dire la même chose que responsabilité financière des gestionnaires publics, mais tournée autrement. C'est-à-dire que c'est le même régime, mais on le désigne plutôt de par une certaine finalité, hein. Et puis cette finalité, en tout cas lorsqu'il a été créé, ce régime il y a quelques dizaines d'années maintenant, c'était pour discipliner les budgets et les finances, essentiellement de l'État d'ailleurs, et puis ensuite plus largement de la sphère publique. Voilà. Un autre synonyme, c'est la répression de droit public financier. Voilà. On a le droit public
Dans le droit public, on a une sous-catégorie qui est le droit public financier, et c'est un régime répressif qui est dans ce secteur, dans cet ensemble de droit public financier. Voilà. Et il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Hein. Et puis, un autre synonyme aussi qui est faute de gestion. Et on y reviendra tout à l'heure. Dans certaines législations étrangères notamment, d'ailleurs, on continue à dire au sein des cours des comptes, la Chambre qui statue sur ce type de régime de responsabilité, ça s'appelle souvent la Chambre de discipline budgétaire et financière. C'est le cas au Maroc, par exemple, qui fait partie de la Cour des comptes marocaine. Et dans les législations, souvent, la loi, pour désigner matériellement, je dirais, le régime de responsabilité, utilise la terminologie faute de gestion, qui finalement englobe les infractions. Donc là, on a une définition plutôt matérielle. Vous voyez ? Voilà, donc tout ça pour dire que, voilà, on parle aujourd'hui de RFGP, mais selon qu'on met les lumières plutôt sur la finalité ou sur les infractions, etc., eh bien, on peut avoir des terminologies un peu différentes, mais qui finalement désignent toutes la même chose. Donc, j'en viens à la deuxième question. Et Christophe, tu m'as invité à y répondre. Ce régime de responsabilité des gestionnaires publics est-il nouveau? Parce que tout le monde dit nouveau, hein, c'est ce qu'on lit dans les journaux, enfin dans la presse spécialisée et autres. Alors là-dessus, il y a une réponse plutôt nuancée qu'il faut apporter, puisque la première chose quand même qu'on voit dans ce nouveau régime, c'est une continuité très très forte, matérielle, avec le régime qui avait été créé en 1948 et qui avait créé la Cour de discipline budgétaire et financière. Donc, parce que si vous regardez les infractions, alors déjà la finalité est la même, c'est une répression de droit public financier qui doit protéger l'ordre public financier. C'est un régime répressif. Le champ des justiciables entre la CDBF d'autrefois et aujourd'hui cette RFGP est complètement identique. C'est vraiment à 100% identique. Et les infractions aussi se ressemblent beaucoup en réalité. On y reviendra, il y a quelques modifications, mais globalement, on retrouve, il y a d'ailleurs des infractions qui ont été dans ce nouveau régime, qui ont été exactement repris de l'ancien régime, et sans modification. Il n'y a pas un mot qui change parfois. Parfois, il y a un mot qui change, parfois, il y en a deux, parfois, il y a des éléments qui changent un peu, mais globalement, on est dans une continuité très très forte avec ce qu'on appelait autrefois la discipline budgétaire et financière, ou ce qu'on appelle aussi les fautes de gestion. Donc on est finalement là-dedans, on reste là-dedans. Donc pour moi qui suis, comme l'a dit Christophe, un ancien de la Cour de discipline budgétaire et financière, et j'ai aussi un peu contribué à mon niveau évidemment à la naissance de ce nouveau régime, quand on a créé ce nouveau régime, on pensait à l'ancien évidemment, et on a repris de l'ancien tout ce qui pouvait fonctionner. Par contre, il y a en effet des nouveautés, et des nouveautés très importantes. J'en ai listé 3 ici. La première chose, qui est vraiment fondamentale, c'est qu'on a attribué ce contentieux financier, donc cette répression de droit public financier, à la Cour des comptes. Puisque avant, la Cour des comptes n'avait pas le droit de juger les gestionnaires publics. C'était une loi historique ancienne qui interdisait même expressément à la Cour des comptes d'avoir un rôle juridictionnel sur ce qu'on appelle notamment les ordonnateurs, mais au-delà, tous les acteurs de la gestion publique, sauf sur les comptables publics, j'y reviendrai. Donc là, il y a une rupture historique majeure, et ça, il ne faut pas le sous-estimer, et c'est vraiment réellement une nouveauté, et qui fait que ce régime est vraiment nouveau de ce point de vue-là. Il est, je dirais, organiquement. Encore une fois, matériellement, on est assez dans la continuité de la CDBF, mais organiquement, il n'y a plus de CDBF, elle a été supprimée, c'est la Cour des comptes. Ensuite, et deuxième argument, mais qui va un peu avec le premier, c'est que pour la première fois, ce régime matériel a des moyens suffisants pour traiter un contentieux plus nombreux. Parce que jusque-là, la Cour de discipline budgétaire et financière, c'est une toute petite structure qui n'avait aucun moyen propre, pas de bâtiment, pas de personnel, etc. Elle se réunissait de temps en temps, quand les gens avaient le temps, parce que était composé de personnes qui avaient autre chose à faire, etc. Donc pas de moyens d'enquête, ou très peu. Et donc, évidemment, elle fonctionnait très peu. Voilà. Et donc,
à partir du moment où vous intégrez, vous donnez ce contentieux à une structure, la Cour des comptes, qui a beaucoup plus de moyens, eh bien, vous pouvez mécaniquement, en tout cas, vous pouvez produire un changement d'échelle. Et donc, vous pouvez tout à coup, en réalité, faire un vrai régime de responsabilité de droit public financier qui avant existait, mais qui, en réalité, dans les faits, existait très peu. Voilà. Et troisième innovation, on a créé un second degré de juridiction. Donc ça, c'est la Cour d'appel financière. Troisième question, est-ce que ce régime est nécessaire? Parce qu'en réalité, il y a quand même des gens, et même en 2022, quand il y a eu cette réforme qui a créé ce nouveau régime, il y avait des personnes qui disaient en fait, on n'en a pas besoin. Voilà. Et d'ailleurs, il y a plein de pays dans le monde qui n'ont pas de régime répressif de droit public financier. D'ailleurs, il y a des pays qui n'ont pas vraiment de droit public. En tout cas, qui n'ont pas de juridiction administrative, etc. Donc il y a des modèles très différents, et donc il y a des pays qui n'en ont pas besoin. Mais évidemment, moi j'essaierai de vous dire, oui, c'est un régime qui est nécessaire. Méline ne sera pas surprise. J'ai toujours pensé que ce régime était nécessaire. Pourquoi? Parce que je l'ai vu fonctionner et je pense qu'il a un vrai sens. Le fondement, vraiment, c'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme. Tout agent public doit rendre compte, en fait, de sa gestion. Alors, autrefois, on disait de son administration, mais enfin, c'est quasiment la même chose. Et donc, on est dans un domaine que sont les finances publiques, qui revêtent une certaine sensibilité. Pourquoi? Parce que dans les finances publiques, il y a évidemment beaucoup d'argent public. Il n'y a pas que de l'argent public dans la sphère des finances publiques, mais il y en a quand même beaucoup, surtout en France. Donc, voilà. Donc, il y a une sensibilité particulière et qui explique que ce champ-là, quand on utilise cet argent public ou cet argent même privé, mais dans la sphère publique, eh bien, il y a un besoin de protection alors, ça existe déjà dans le privé, puisque vous savez que dans le privé, les entreprises aussi ne sont pas hors la loi. On ne peut pas tout faire dans une entreprise. Là aussi, il y a d'ailleurs des fautes de gestion, etc. Il y a des actionnaires et tout. Mais dans la sphère publique, évidemment, il y a une sensibilité très importante. Donc, besoin de protection, parce qu'il y a un risque de détournement, etc., évidemment. Il y a un élément lié à l'autorisation démocratique des recettes et des dépenses qui est fondamental. Ça aussi, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme, article 13, 14, 13. On a besoin d'une force publique et pour financer la force publique, on a besoin de créer l'impôt. Mais qui décide de l'impôt dans une démocratie? Eh bien, c'est le peuple. Alors, indirectement par le Parlement, etc. Mais ça veut dire qu'il y a des règles particulières qui s'imposent à l'argent public et notamment une autorisation démocratique. C'est vrai au niveau des communes, c'est vrai au niveau de l'État. Et donc, tout ça, c'est des règles, en fait, qu'il faut respecter. Et, in fine, il y a un enjeu fondamental dans les finances publiques, c'est la confiance des citoyens. Parce que le pacte social vit uniquement parce que les citoyens ont un minimum confiance que l'argent qu'on leur prend, souvent, contre leur gré, les impôts, les cotisations, eh ben, est utilisé pour le bien public, etc. Donc, vous voyez qu'il y a un enjeu très important. Donc, toute cette protection, finalement, dont ont besoin les finances publiques, se traduisent, en fait, par des règles. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle l'ordre public financier. Donc, dans les finances publiques sont soumises à un ordre public, né de cette sensibilité, etc., et qui se traduit par des règles. Et là, on rentre dans le droit public. Droit administratif, voilà, on est dans une branche du droit public. Donc, on a des règles qui sont essentiellement des règles de droit public, parfois des règles de droit privé d'ailleurs aussi, j'y reviendrai, quand on est dans la sphère des entreprises publiques un peu éloignées. Mais voilà, donc très important, ça se traduit par des règles. Mais des règles, pour qu'elles soient respectées, elles doivent être crédibles. Parce que s'il y a des règles et que personne ne les respecte, l'impact est assez faible. Et ça rejaillit du coup très négativement sur notamment la confiance des citoyens. Si les citoyens ont l'impression que les gouvernants sont soumis à des règles mais qu'ils s'en affranchissent, ça crée un problème démocratique majeur. Voilà, donc ces règles ont besoin d'être crédibles et pour être crédibles, eh bien, il faut des contrôles et il faut des sanctions en cas de non-respect des règles. Sinon, des règles qui ne sont pas assorties d'une possibilité de sanction ont une force réelle beaucoup moindre que, évidemment, quand il y a une possibilité de sanction à la clé. Voilà. Et donc, enfin, les autres régimes de responsabilité qui peuvent exister dans la sphère publique connaissent des limites.
Alors, la responsabilité managériale, qui est quelque chose de très à la mode, si vous voulez, c'est quelque chose qui reste assez peu développé dans la gestion publique. C'est parce qu'on pourrait se dire, bon, un tel gestionnaire ne respecte pas la règle, on va le sanctionner, c'est-à-dire on va baisser son salaire ou on va peut-être le virer, des choses comme ça. Mais vous savez tous que dans la sphère publique, ce n'est pas si simple et que les marges de manœuvre en matière de management, que ce soit en plus ou en moins, notamment financièrement, sont extrêmement limitées. Et donc, on voit bien que lorsqu'il y a des cas de mauvaise gestion dans l'administration ou autre, ça se traduit assez rarement par le licenciement d'un fonctionnaire. Enfin, j'ai très peu de cas en tête. Ensuite, il y a la responsabilité disciplinaire. La responsabilité disciplinaire, elle existe dans la fonction publique, elle existe dans la sphère publique en général, mais en matière de finances publiques, elle est extrêmement rare. Elle existe beaucoup dans d'autres types de comportements déviants. Mais en matière de finances publiques, je n'ai pas vraiment connaissance d'affaires, de sanctions disciplinaires. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'in fine, c'est l'argent un peu public ou l'argent collectif, mais qui n'est pas, c'est souvent assez éloigné des problèmes des différents gestionnaires ou des hommes politiques en réalité. Voilà. Donc, et enfin, la responsabilité pénale, alors elle existe, même si en France, pendant très longtemps, on a toujours dit que le judiciaire n'avait pas le droit de regarder ce que faisait l'administration, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a eu quand même, à partir de la fin des années 90, beaucoup un vrai réinvestissement du pénal, notamment parce que le législateur a rajouté des infractions pénales financières, et donc on a eu beaucoup de cas d'élus, etc. Voilà. Le problème de la responsabilité pénale, c'est que c'est une responsabilité extrêmement lourde, parce que, comme vous le savez tous, le pénal, c'est une procédure ou une instruction qui intervient beaucoup dans les libertés fondamentales des gens. Vous pouvez vous faire arrêter, on peut vous prendre votre ordinateur, etc. Donc, c'est extrêmement dur. Et puis, les sanctions qui sont à la clé, ça peut être des sanctions financières, mais ça peut être aussi des sanctions privatives de liberté. Et donc, dans des cas de non-respect de certaines règles en matière de finances publiques, ça peut paraître excessivement lourd et excessivement, excessif par rapport à la faute commise. Et puis, surtout, le juge pénal, et donc ce n'est pas une critique, vous savez tous que les juridictions pénales sont toutes débordées. Et qu'elles manquent de moyens d'enquête et qu'il y a énormément de sujets déjà à traiter pour l'autorité judiciaire. Et donc les questions de gestion publique, de finances publiques, ce n'est pas forcément toujours la priorité, surtout quand c'est des simples non-respects de règles. Donc, est-ce que ce régime est nécessaire? Oui, parce qu'il occupe une place singulière qui est celle d'une répression de droit public qui est complémentaire avec les autres formes de responsabilité. Et qui permet en fait donc de crédibiliser les règles qui encadrent la gestion publique et donc de contribuer à l'ordre public financier. Quatrième question, pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour aboutir à un tel régime dont on parle ici de répression de droit public financier? Parce qu'on peut fonder quand même, comme on l'a fait tout à l'heure, cette idée à la Déclaration des droits de l'homme. À partir du moment où on dit que les agents publics ne sont pas irresponsables, parce que sous l'Ancien Régime, ils étaient très largement irresponsables, voilà, il y avait une base pour dire ils doivent respecter les règles, ils doivent rendre des comptes, etc. Mais ça se traduit concrètement par quoi? Or, en 1790, la première chose qu'a faite la Révolution, c'est de supprimer les chambres des comptes. On aurait pu dire, on veut une responsabilité, on n'a qu'à réformer les chambres des comptes et peut-être raccrocher ça. Non, c'est l'inverse qui a été fait. On a supprimé les chambres des comptes de l'Ancien Régime, qui d'ailleurs fonctionnaient très mal. Il y avait des raisons objectives qui justifient cette suppression. N'empêche que ça a créé un vide. Et on a créé auprès du Parlement une cellule, un bureau de la comptabilité, qui devait recueillir notamment les comptes des trésoriers, etc. Et ça n'a pas fonctionné. Et parallèlement, je l'ai dit tout à l'heure, 1790, la loi des 16 et 24 août, qui interdit donc à l'autorité judiciaire de connaître de l'administration. Ce qui veut dire aussi, excite la responsabilité peut-être judiciaire, d'une façon soit de réparation, des choses comme ça. Ça excluait aussi, d'une certaine façon, la responsabilité de l'administration en général et des fonctionnaires et des agents publics en particulier. En 1807, on a certes rétabli la juridiction financière, on a repris le modèle des chambres des comptes de l'Ancien Régime, on a créé la Cour des comptes, mais on a clairement dit
à l'époque, dans la loi de 1807, c'est écrit dedans que la Cour des comptes n'a pas le droit de juger les ordonnateurs. Parce qu'on ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a une tradition quand même de l'exécutif fort. Et sous l'Empire, Napoléon ne voulait tout simplement pas qu'une Cour des comptes mette son nez dans ses fonctionnaires à lui, parce que c'est son administration à lui, en fait. Voilà. Donc, ce n'est que sous la Restauration, finalement, qu'il y a eu quelques avancées en matière de responsabilité, en matière de gestion. C'est la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, la RPP, que vous connaissez. On a aussi donné, c'est aussi la naissance de la démocratie budgétaire. Alors certes, sous la Restauration, vous le savez tous, il y avait un vote censitaire, donc ce n'était pas très démocratique, mais n'empêche que c'est de là que date, pour la première fois, le vote du budget. Voilà. Et c'est bien de faire voter le budget par l'Assemblée, mais si ensuite personne ne contrôle que l'administration respecte les lois de finances, ben ça ne sert à rien. Et donc on a donné à la Cour des comptes un rôle dans ce domaine, et surtout on a créé un rapport public au milieu du 19e siècle. Mais cette responsabilité personnelle et pécuniaire était très cantonnée, c'était que les comptables publics. Donc ce n'est pas les autres gestionnaires publics. Donc c'est microscopique en volume d'acteurs en matière de gestion publique. À la fin du 19e siècle, l'émergence d'un vrai juge administratif et d'un droit de la responsabilité de l'administration, ça vous connaissez, les arrêts Blanco, etc. Mais c'est une innovation en France, mais on est beaucoup sur la responsabilité de l'administration et on est assez peu sur la responsabilité des administrateurs, et surtout pas en matière de finances publiques. Mais de façon récurrente, il y a toujours eu un débat sur le thème, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait quand même que les ministres soient responsables en cas de dérapage budgétaire, ou les fonctionnaires, les préfets, comment on fait? Comment on organise ça? Donc il y a eu des tentatives, toujours des réflexions, etc. Il y a eu une grosse tentative en 1922 pour créer un régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des ordonnateurs. En gros, les ordonnateurs, en cas de dérapage budgétaire, devaient rembourser sur leurs propres fonds l'argent dépensé. C'était évidemment impossible, vu les montants. Et donc, cette loi de 1922, en fait, n'a jamais été appliquée sur ce volet-là. Elle a été appliquée sur d'autres, mais pas sur ça. Et la vraie rupture, du coup, c'est 1948, avec la loi 48-14-84 du 25 septembre 1948. Je cite le titre, c'est très important, tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'État et de diverses collectivités et portant création d'une cour de discipline budgétaire, j'ai mis financière, mais en fait, d'abord budgétaire, et puis le financier a été rajouté après. Donc, on a créé la CDBF qui était, pour la première fois, un vrai régime de responsabilité qui pouvait sanctionner les atteintes aux règles de l'ordre public financier. Mais, comme je le disais tout à l'heure, c'était une juridiction sans trop de moyens, et donc elle a rendu assez peu d'arrêts, alors même que le sujet était intéressant et la jurisprudence était intéressante. Et il faut donc attendre la fin du XXe siècle, le début du XXIe siècle pour que tous les acteurs conviennent qu'il faut faire quelque chose. On voyait bien que la responsabilité des comptables était à bout de souffle, elle ne fonctionnait plus, elle créait même quasiment de l'injustice. Et parallèlement, on était face à une pénalisation de l'action publique, avec aussi des problèmes derrière, puisque ça fait peur aux gestionnaires, etc. Donc il y a des effets pervers. Voilà. Et puis on était dans un contexte aussi du new management, donc où on disait ah ben non, tout ça on n'a qu'à traiter ça comme dans le privé, avec du management. Voilà. Et donc il y a eu ce débat-là qui s'est cristallisé à peu près vers 2000 environ, notamment la fameuse LOLF a été votée, etc. Et immédiatement est intervenue l'idée il faut aussi réformer les régimes de responsabilité. Et on a mis 20 ans pour y parvenir, et c'est la réforme dont on parle maintenant. Donc ça a mis quand même 2 siècles. Question numéro 5. La notion de gestionnaire public est-elle pertinente? Gestionnaire public, qu'est-ce que c'est? Alors finalement, c'est une notion nouvelle dans les textes, puisque l'ordonnance de 2022 l'utilise, et maintenant c'est même dans le Code des juridictions financières, c'est écrit dedans. Pourtant, elle était déjà courante en doctrine, parce que la doctrine s'était rendue compte depuis longtemps déjà qu'en fait, il n'y avait pas que les comptables et les ordonnateurs qui étaient des acteurs de la gestion publique, mais il y avait d'autres personnes. Et notamment, vous savez que cette notion ordonnateur-comptable, ça concerne en fait la sphère très limitative de la comptabilité publique. Donc c'est l'État, collectivités locales et puis certains établissements publics. Mais tout le reste, les entreprises publiques, les associations subventionnées, les sociétés d'économie mixte, etc., il n'y a ni ordonnateur ni comptable en fait. Mais pourtant, il y a des gens qui gèrent. Donc il faut bien qu'ils soient responsables. Et d'ailleurs, ils étaient déjà responsables devant la CDBF.
Et donc, pour couvrir finalement l'ensemble de ce champ, eh bien, on a créé, si je puis dire, cette notion de gestionnaire public. Voilà, donc les gestionnaires publics, ça inclut en fait les ordonnateurs, ça inclut les comptables. Est-ce qu'on peut dire que gestionnaire public, c'est ceux qui gèrent l'argent public? Oui, mais ça va au-delà, parce qu'on a dans le champ des justiciables des personnes aussi qui gèrent finalement de l'argent qui n'est pas de l'argent public au sens strict. C'est-à-dire argent public, on peut dire qui vient de l'impôt ou des cotisations sociales. Hein. C'est le cas notamment des entreprises publiques. La SNCF, bon, elle vit de subventions et tout, mais elle a aussi beaucoup de revenus, parce que vous payez votre billet de train. Et ça, ce n'est pas de l'argent public au sens strict, et néanmoins, les gestionnaires entrent dans le champ de ce régime de responsabilité. Donc on peut dire, en fait, que les gestionnaires publics, ce sont toutes les personnes qui travaillent dans des organismes qui sont contrôlables, soit par la Cour des comptes, soit par les chambres régionales et territoriales des comptes. Voilà. Et donc c'est calqué sur le champ de contrôle des juridictions financières, et ce champ de contrôle est extrêmement large. Et d'ailleurs, la loi a tendance chaque année à en rajouter dans les compétences. Dernier exemple en date, 2022, hein, le livre Les Fossoyeurs sur les maisons de retraite, on s'est aperçu, on a dit mais pourquoi la Cour des comptes n'a pas vu ça? En fait, on n'était pas compétent, parce que c'est des entreprises privées, et qu'on était compétent pour regarder le volet sécurité sociale, parce que dans les maisons de retraite, notamment médicalisées, il y a évidemment la santé publique, et donc là, il y a de l'argent public, mais l'hébergement, changer les couches, l'alimentation, tout ça, c'était hors champ. Donc le législateur est intervenu et a rajouté une nouvelle compétence à la Cour, ce qui veut dire que tous ces gens, maintenant, sont aussi justiciables de notre régime de responsabilité. Ils deviennent des gestionnaires publics, alors même que ce n'est pas le secteur public au sens très strict. Hein. Voilà. Alors, il y a quand même quelques restrictions. Donc ça, c'est le bémol, mais ça, vous le connaissez sans doute. C'est que les ministres ne sont pas justiciables et les élus ne le sont que dans certains cas. D'accord ? Mais de l'autre côté, il y a un élargissement très certain qui est les agents de fait. C'est-à-dire que la loi dit très clairement, c'est non seulement les gestionnaires publics, mais même ceux qui qui interviennent, si vous voulez, dans la gestion, même s'ils n'ont pas de titre. Hein. C'est le cas des comptables de fait, mais c'est aussi, on a eu une affaire récente devant les juridictions financières, une dame qui avait été embauchée comme directrice intérimaire par le biais d'une entreprise. Donc en fait, elle était salariée d'une entreprise qui avait donc un contrat avec la structure publique. Eh bien, néanmoins, c'est elle qui a engagé les dépenses, etc. Donc elle était justiciable, même si juridiquement, elle n'était pas salariée ou fonctionnaire de cet organisme. D'accord ? Voilà, donc on peut dire, un bon synonyme finalement de cette notion de gestionnaire public, c'est acteur de la gestion publique. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit tout à l'heure dans ma définition. Voilà, acteur, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que ça inclut aussi, par exemple, ceux qui sont dans la gestion publique mais qui ne gèrent pas. Les contrôleurs, par exemple. Vous voyez, quand vous avez un contrôleur budgétaire dans une structure, mais il ne gère pas directement, mais il joue un rôle dans la gestion parce qu'il peut bloquer ou éventuellement ne pas viser certaines dépenses, etc. Donc, acteur de la gestion publique, ce serait la bonne terminologie. Alors, question numéro 6, qui n'est pas une question innocente complètement. Le comptable public est-il un gestionnaire public comme un autre? J'ai posé cette question, ce n'est pas moi qui l'ai inventé cette question, parce qu'elle est tombée dans un concours. Je crois qu'elle est tombée dans l'épreuve de finances publiques de l'INSP cette année. Et donc, c'est souvent une espèce de confusion aussi autour de qu'est-ce que finalement le comptable il est dedans, il n'est pas dedans, qu'est-ce qu'il est le comptable. Alors justement, dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure, le comptable public fait partie des gestionnaires publics, au sens du Code des juridictions financières. Bon. Alors certes, il est quand même soumis à des règles particulières. C'est vrai, mais il n'est pas le seul, puisque dans la gestion publique, vous pouvez avoir beaucoup de métiers ou de fonctions qui ont une définition particulière et qui sont peut-être assujettis à des obligations particulières. C'est le cas des comptables publics, bien sûr, parce que vous savez que tout est réglementé, ils doivent regarder ceci, ils doivent refuser de payer dans tel cas, etc. Donc c'est très réglementé, mais ma foi, des professions réglementées, il y en a d'autres. Hein. Bon. Alors, jusqu'en 2022, donc avant la réforme, les comptables publics étaient déjà justiciables de la CDBF. Parce qu'il n'y a jamais eu un régime de responsabilité qui disait tout le monde sauf les comptables. Ça n'existe pas.
En revanche, bien sûr, les comptables avaient un régime particulier qui était la responsabilité personnelle et pécuniaire, mais qui n'empêchait pas qu'ils étaient responsables devant la CDBF, tout comme d'ailleurs ils étaient responsables, ils le sont toujours, pénalement aussi. Hein. Si un comptable vole de l'argent, bon, bah, il est pénalement responsable. Voilà, donc c'est une catégorie particulière, mais pas si particulière que ça. Par ailleurs, et ça on l'oublie souvent, c'est qu'un comptable public, il gère aussi. C'est aussi un gestionnaire. Pourquoi? Parce qu'il a un poste comptable. Quand vous êtes directeur départemental de finances publiques, vous avez des bâtiments, vous avez des voitures, vous avez du personnel, etc. Donc vous dépensez de l'argent, en fait. Donc vous êtes aussi un gestionnaire, vous gérez un service de l'État, en fait. Bon. Et par ailleurs, bien sûr, le comptable public auquel nous on pense, c'est plutôt le caissier, le contrôleur. Puisque dans la sphère de la comptabilité publique, le comptable public a le monopole de la caisse. Il n'y a que lui qui peut ouvrir la caisse. Hein. C'est lui qui peut enclencher un paiement. Il a un monopole, c'est vrai. Et il est contrôleur, c'est-à-dire qu'il doit parfois demander à l'ordonnateur telle pièce, etc. pour pouvoir payer. D'accord ? Mais même à ce titre-là, alors ça c'est des fonctions de caissier et de contrôleur qui sont pas ils ne gèrent pas vraiment. Ils contribuent à la gestion, mais ce n'est pas lui qui gère au sens premier du terme. Mais néanmoins, il est quand même justiciable à ce titre aussi, puisque c'est un acteur de la gestion publique, comme on disait tout à l'heure. Acteur important d'ailleurs. Voilà. Donc le comptable public, il est spécifique, il continue à être spécifique. D'ailleurs, les fonctions d'ordonnateur et de comptable restent séparées, etc. Donc ça, c'est vrai. Mais c'est un justiciable. C'est un gestionnaire public, certes particulier, mais c'est un gestionnaire public. Dernier point qu'il faut aussi noter dans ce domaine du comptable public, c'est que le régime de responsabilité, justement, protège le comptable. Hein, puisqu'il y a des infractions, il y a une infraction particulière qui sanctionne la gestion de fait, c'est-à-dire celui qui interfère dans le monopole du comptable, c'est-à-dire qui joue au comptable alors qu'il ne l'est pas. D'accord ? Donc ça, c'est en soi une infraction déjà. Et puis, le comptable doit aussi refuser de payer dans certains cas lorsque la demande de dépense est irrégulière. Donc, il protège les règles. Il fait partie de la protection de l'ordre public financier. Et ça se traduit notamment par lorsque l'ordonnateur force le comptable néanmoins de payer, c'est ce qu'on appelle la réquisition, eh bien, l'ordonnateur devient responsable et le comptable est dégagé de sa responsabilité. Donc voilà, donc ce régime, il est aussi, en réalité, le comptable, il est justiciable, mais souvent, en réalité, c'est lui-même qui est protégé et on est plutôt du même côté de la protection de l'ordre public financier. Septième question. Alors, les infractions et les sanctions sont-elles adaptées aux besoins de protection de l'ordre public financier? Alors, tout d'abord, les infractions, vous les connaissez peut-être, mais j'essaie de vous les représenter de façon un peu regroupée. Il y a d'une part des infractions budgétaires comptables qui sont héritées de la CDBF, qui existaient déjà et qui sont tout à fait pertinentes, notamment la gestion de fait. Hein. Il y a le fait d'engager des dépenses alors qu'on n'est pas habilité. Ça, c'est un truc très concret. Vous avez une université, chaque prof ne peut pas décider de dépenser l'argent de l'université. Hein. Il y a des règles, il y a un président de l'université, il y a des règles. Il peut déléguer sa signature, il peut déléguer sa compétence, mais si tous les fonctionnaires commençaient à engager l'argent de l'État, ce serait évidemment une catastrophe. Donc, et comme ça arrive malheureusement quand même assez souvent, eh bien, c'est une infraction et qui joue très souvent. Hein. Et ça joue pour l'État, etc., mais ça joue aussi, par exemple, pour les entreprises publiques, où on a très souvent le cas où vous avez, dans une entreprise, un PDG, il n'a pas tous les pouvoirs. Il a un conseil d'administration qui lui donne le pouvoir. Et donc, qui peut ne pas lui donner tout le pouvoir. Et donc, quand le PDG commence à par exemple, dépenser de l'argent alors qu'il aurait dû demander d'abord l'autorisation du conseil d'administration, on est dans une infraction. Donc ça, c'est une infraction très pertinente. Et d'une façon générale, toutes les infractions budgétaires et comptables sont très pertinentes, à mon avis. Inexécution de décision de justice. Bon, là, c'est un cas particulier, j'y reviens pas, c'est un sujet en soi, il y a prochainement un colloque sur la question pour ceux que ça intéresse, mais c'est des infractions qui viennent de la CDF et qui sont très pertinentes. Alors, ensuite, on a une infraction qui était l'infraction mère du régime de responsabilité, qui était l'infraction aux règles, c'est-à-dire toute violation de règles en matière de recettes, de dépenses et de gestion des biens est une infraction.
C'est bien l'objectif, hein, puisqu'on a dit ordre public financier se traduit par des règles, et si les règles ne sont pas respectées, sanction. Donc, logique qu'on construise une infraction comme ça. Sauf que maintenant, depuis la réforme, cette infraction-là a été limitée à certains cas seulement, et notamment au cas de préjudice financier significatif. C'est-à-dire la simple violation d'une règle n'est pas automatiquement une infraction. D'accord ? Il faut un préjudice financier significatif. Pour cette infraction-là, hein, je ne parle pas des infractions budgétaires et comptables ou de tout à l'heure qui sont des infractions plus formelles. Une autre infraction très intéressante, c'est l'avantage injustifié. Hein. Le fait de procurer à autrui ou à soi-même maintenant un avantage injustifié, c'est une infraction qui date des années 40, donc 48, et qui est tellement intéressante qu'elle a été, si on peut dire, qu'elle a inspiré le code pénal dans les années 90, quand le délit de favoritisme a été créé. Eh bien, ils ont recopié sur l'avantage injustifié l'infraction qui existait de la CDBF. Mais cette infraction, aujourd'hui, elle aussi a été limitée par un critère supplémentaire qui est la nécessité d'établir un intérêt personnel direct ou indirect. Donc, vous voyez que c'est pas seulement parce qu'il y a un avantage injustifié, il faut aussi que celui qui a octroyé l'avantage injustifié ait eu un intérêt personnel. Donc, ça complique quand même pas mal l'infraction. Et puis enfin, on a une nouvelle infraction qui est l'échec au mandatement d'office, mais qui est extrêmement limitée et qui jouera sans doute jamais, tout simplement parce que le champ des justiciables est très limité. Ça joue essentiellement pour les élus. Or, on a vu que les élus, en principe, ne sont pas justiciables. Donc, la réponse, est-ce qu'elles sont adaptées ou pas à la protection de l'ordre public financier? Pour les infractions, réponse mitigée. En partie oui, en partie c'est quand même un peu trop restrictif. Ça, c'est ma position, hein. D'autres ne seraient pas d'accord, hein, bien évidemment. Enfin, s'agissant des sanctions, donc ce sont des amendes. Hein. On est dans du quasi-pénal, on est dans du répressif, mais on n'est pas du tout du judiciaire. On est une juridiction administrative, donc on a des amendes. Ces amendes sont plafonnées, mais ma foi, pour moi, c'est un outil qui est tout à fait pertinent. Hein. On n'est quand même pas dans des gens qui volent ou face à des malfaiteurs, on est face à des méconnaissances de règles. Et donc, c'est normal que ça donne lieu à des amendes, finalement. Bon. Il y a aussi la publication au journal officiel. Donc ça, c'est une infraction, enfin une sanction qui vient aussi de la CDBF, mais qui aujourd'hui, évidemment, a une portée moindre parce que, comme vous le savez tous, le JO papier, autrefois, il y avait le journal officiel papier. Donc ça circulait dans l'administration. Les gens lisaient les arrêts en se disant « Oh, tiens, il y a eu un arrêt de la CDBF ». Aujourd'hui, il n'y a plus de JO papier. Donc voilà, on a beau inscrire ça dans le JO, il y a un moment, bon, ça passe un peu inaperçu. Donc l'impact réel est un peu amoindri, si je puis dire. C'était une sanction surtout un peu symbolique, hein, pour embêter les gestionnaires en question. Donc ça a un peu disparu. Et puis de façon récurrente, il y a eu le débat sur le thème, est-ce qu'il faudrait donner au juge financier la possibilité de prononcer des interdictions professionnelles. Par exemple, un comptable de le suspendre. Ou même un ordonnateur, hein, de l'interdire de gérer. Par exemple, c'est débattu, ça pourrait être intéressant, sauf que ça n'a pas été retenu. Hein. Et bon, je ne suis pas complètement personnellement convaincu que ce soit une nécessité absolue, si vous voulez. Alors, question numéro 8, je l'ai mis en rouge parce qu'elle est particulièrement compliquée. La faute de gestion existe-t-elle? Alors là, il y a tout un débat. En interne même aux juridictions financières et à l'extérieur en doctrine, c'est un sujet récurrent. Je vous ai lu tout à l'heure le titre de la loi de 1948. La loi de 1948 qui crée pour la première fois, hein, un régime répressif de droit public financier porte dans son titre « Répression des fautes de gestion ». Bon. J'ai dit aussi que dans beaucoup de pays étrangers, vous avez dans les législations, hein, on ne dit pas responsabilité des gestionnaires publics, on appelle ça les fautes de gestion. Voilà. Parce que matériellement, et ça je vais essayer de vous convaincre, c'est bien de ça dont il s'agit. Et que c'est pour ça que pour moi, faute de gestion, c'est un synonyme de discipline budgétaire et financière et c'est un synonyme de responsabilité financière des gestionnaires publics. Donc pourquoi? Parce que ce régime de responsabilité, c'est quoi son champ? C'est bien la gestion, enfin, a priori. Hein. On n'est pas sur les mœurs ou des choses comme ça, hein. On est bien sur la gestion publique. Bon. Et donc, les fautes que nous, on sanctionne, ce sont toujours des fautes dans la gestion. Et donc, on peut dire que ce sont des fautes de gestion. On peut le dire. Bon.
Et que donc toutes les infractions, il y a 10 infractions, hein, sont des fautes commises dans la gestion financière. Sinon, on ne serait pas devant le juge financier. Hein. D'ailleurs, il y a des autorités administratives aussi qui prononcent des sanctions, des amendes, etc. Nous, on n'est pas tout seul à faire ça dans la sphère publique. Mais on est une juridiction financière. Et donc, il faut que, évidemment, les infractions sont construites sur la gestion financière, en fait, de la sphère publique. Donc, toutes les infractions ont un lien avec la gestion. Sinon, on ne serait pas légitime, nous, d'intervenir. Bon. Important aussi, la notion de faute de gestion, c'est bien faute, ce n'est pas erreur. Une erreur de gestion, tout le monde peut commettre des erreurs. Et une simple erreur n'est pas sanctionnable. D'accord ? Et d'ailleurs, le juge financier répète depuis des décennies qu'il n'est pas juge de l'opportunité des décisions. Quand vous avez une entreprise publique, genre, je sais pas, je dis au hasard, une entreprise publique autrefois qui fabriquait des voitures, vous lancez un nouveau modèle de voiture, ce nouveau modèle est un échec commercial total, c'est une grosse erreur de gestion. Mais ça ne relève pas du tout de notre régime puisqu'il faut une faute. D'accord ? Or, la faute, et ça je le dis maintenant, c'est qu'une faute suppose toujours le non-respect d'une règle, en fait. Parce qu'il faut avoir transgressé soit un interdit, soit une obligation de faire, sinon il ne peut pas y avoir de faute. La faute, c'est toujours la faute par rapport à quelque chose. La faute, ce n'est pas un truc qui tombe du ciel. Une faute, c'est une transgression de quelque chose. Et donc, on retombe sur notre philosophie de base qui est qu'on est dans un régime de droit public dont l'objectif, c'est de protéger l'ordre public financier qui se traduit par des règles. Et donc, en effet, on est toujours dans une faute. D'accord ? Donc, comme le disait le Conseil d'État dans un arrêt sur la CDBF, c'est que les fautes de gestion sont sanctionnables si elles sont constitutives d'une infraction. Ça peut paraître un peu redondant, mais en fait, c'est bien ça. C'est-à-dire que dans toutes les infractions, on a des fautes de gestion, mais toute faute de gestion n'est pas forcément une infraction, d'ailleurs. Voilà. Donc, il faut… voilà. Donc, c'est cette notion de règle qui est vraiment au cœur du système répressif de droit public financier et qui est aussi à la base de toute faute de gestion. Sinon, il ne peut pas y avoir de faute. Bon. Maintenant, comment les difficultés de conception ont commencé? C'est parce que cette notion de règle, toutes les infractions se réfèrent à des règles ou à des obligations. D'accord ? Et notamment cette infraction mère dont je parlais tout à l'heure, qui était l'ancien L313.4, devenu maintenant le L131.9, évoque les règles, violation de règles en matière de recettes, de dépenses. Mais règle, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, une règle, ça peut être beaucoup de choses. Et c'est là-dedans que s'est engouffrée la Cour de discipline budgétaire et financière dans sa jurisprudence, comme le font toutes les juridictions. Vous avez des textes et puis après, il y a l'application, donc on crée des jurisprudences. La CDBF depuis les années 40, donc ça fait pas mal de temps déjà. Et donc elle inclut dans ses règles les lois, les règlements, mais aussi même d'autres types de textes, par exemple des contrats, parfois des instructions, des circulaires, tout ce qui est producteur de règles ou d'obligations à un moment donné. D'accord ? Et donc, dans ces règles, vous retrouvez aussi, alors ce n'est pas que violation de l'article XY, de tel arrêté, etc., c'est aussi les grands principes. Puisque dans les principes fixent des règles. Mais, je rassure tout de suite, la plupart des principes sont dans des règles écrites quelque part. C'est-à-dire même les grands principes sont écrits. En tout cas, en France, on a une tradition de droit écrit, donc la plupart des principes, même de gestion, se retrouvent dans des textes. Et donc, si on veut apprécier la méconnaissance d'une règle, on tombe très, très, très facilement sur des règles écrites. Mais il peut parfois y avoir aussi, et c'est ça qu'on appelle parfois la faute de gestion, tomber sur des principes qui ne sont pas écrits et que la jurisprudence, elle, a mis en avant quand même. Elle a considéré qu'il y avait une faute donc de gestion en violant un principe éventuellement non écrit. Voilà, on pourra y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez, mais c'est vraiment extrêmement rare. Dans la plupart des cas, même lorsqu'on applique cette jurisprudence, je dirais, extensive, on retombe le plus souvent toujours sur des règles écrites, qui sont quelque part, parce que des règles, il y en a beaucoup, de toute façon.
Voilà. Donc, c'est cette approche constructive et large de la notion de règle dans l'infraction mère qui a finalement donné lieu à une jurisprudence qui va extrêmement loin et qui dit, bon, ben, certes, il n'y a pas forcément une loi ou un décret qui dit qu'on n'a pas le droit de faire ça ou qu'il faut faire ça, mais la jurisprudence, nous, on considère que c'est une règle admise. Par exemple, je donne un exemple. Dans l'affaire du Crédit Lyonnais, enfin, il y a eu des filiales du Crédit Lyonnais qui ont donné lieu à de la jurisprudence de la CDBF. Bon, par exemple, le fait de prêter de l'argent, je suis une banque, je prête de l'argent sans aucune prise de décision formelle. Eh bien, ça, la CDBF a considéré, et c'est validé par le Conseil d'État, que c'était contraire au principe qui s'applique au secteur bancaire. Parce que toutes les banques du monde, quand elles prêtent de l'argent, il y a un comité de crédit, il y a une procédure qu'il faut respecter, etc. D'accord ? Et même s'il n'y a pas une règle qui dit exactement telle entreprise doit, machin, machin, on a considéré que c'était une règle, même non écrite. Et cette jurisprudence-là, en doctrine, on appelle ça la faute de gestion. Même si en réalité, tout le reste, toutes les autres infractions, c'est aussi des fautes de gestion. Mais voilà. Donc on a une jurisprudence qu'on peut appeler faute grave de gestion, avec un certain nombre de conséquences graves fondées finalement sur des violations de principes de bonne gestion, de gestion saine, d'accord, de gestion qui protège les intérêts d'eux. D'accord. D'ailleurs, on retrouve ça aussi dans le privé un peu, cette notion-là. Voilà. Et donc, cette jurisprudence, elle existe depuis très très longtemps. Elle n'est pas appliquée tous les jours, je vous rassure. C'est vraiment dans des cas extrêmes, et notamment, on a vu l'affaire du Crédit Lyonnais. Ça ne s'applique pas en principe à des micro-affaires, mais c'est vraiment les gros dérapages, les grands scandales financiers qui peuvent tomber dans cette jurisprudence-là. Et encore une fois, cette jurisprudence, elle peut faire appel à des principes, mais elle ne fera jamais que ça. C'est-à-dire, elle va toujours aussi s'appuyer sur un certain nombre de non-respect de règles. Par exemple, je reviens sur l'octroi de crédit. Quand vous avez des règles internes à la banque qui disent qu'un crédit peut être donné au-delà d'un certain seuil après avoir demandé l'avis du conseil d'administration, c'est une règle interne, si vous voulez. Et la violation d'une règle matérielle comme ça, elle a pour conséquence finalement la violation du principe. Vous voyez, c'est une illustration de la violation du principe. C'est-à-dire que normalement, on ne devrait jamais avoir une faute grave de gestion fondée sur des principes qui n'est fondée que sur les principes ou sur un principe. C'est toujours fondé sur beaucoup d'irrégularités matérielles, de violations de règles écrites, etc., mais qui, bout à bout, montrent qu'en fait, il y a eu méconnaissance des principes généraux de gestion et qui ont conduit à la faillite de telle structure ou à un préjudice financier très important. Et d'ailleurs, il y a eu dans les années 90, donc suite au scandale du Crédit Lyonnais, enfin, vous êtes peut-être un peu jeune pour avoir connu ça, mais dans ma génération, c'était le synonyme de la faillite de l'État public, en fait, de l'intervention publique de l'État dans l'économie, etc. Eh bien, le Parlement a voté une nouvelle infraction pour la CDBF. On appelle ça l'amendement Crédit Lyonnais. On retrouve cette infraction dans l'actuel article L131-10, mais cette infraction, en fait, elle n'a jamais joué. Elle dit tout ce que je viens de vous dire, elle le dit. Notamment quand il y a des négligences répétées qui sont contraires à l'intérêt d'une structure, etc. Mais en fait, elle est bien cette infraction, mais en fait, on n'en a pas besoin, parce que la jurisprudence avait déjà dégagé cette infraction de par, tout simplement, la violation de règles. C'est inclus dans la violation de règles, et ça a été validé par le Conseil d'État à plusieurs reprises. Et pour moi, cette jurisprudence-là, elle continue à exister dans le nouveau régime. Voilà, à condition évidemment qu'il y ait un préjudice financier significatif, mais ça, c'était déjà plus ou moins le cas avant. Voilà, donc la question c'est un peu, la CDBF a-t-elle pu aller trop loin dans cette application d'une faute grave de gestion fondée sur des principes? Il y a un débat sur ça. Moi, je considère peut-être que oui, parce que mine de rien, il y a quand même une limitation très importante. Le cadre à ne pas dépasser, c'est le principe de l'égalité des délits et des peines. Vous ne pouvez condamner quelqu'un que pour non-respect d'obligations dont il avait connaissance. Vous ne pouvez pas inventer tout à coup un truc que le gestionnaire public ne connaissait pas. Voyez ? Et donc, évidemment, cette faute grave de gestion jurisprudentielle, elle est systématiquement attaquée par la défense en disant « non, mais c'est contraire au principe de l'égalité des peines parce que ce n'est pas écrit exactement comme ça dans les infractions. » Bon. Ça a toujours été rejeté à ce stade, mais néanmoins, ça suppose une certaine autocensure
c'est vraiment des cas particulièrement graves et encore une fois qui ne peuvent pas être fondés uniquement sur la violation d'un principe. Ce n'est pas possible. Il faut plus que ça. Et souvent, d'ailleurs, vous le verrez, en tout cas, nous, au parquet, on essaie, dans les réquisitoires ou dans les décisions de renvoi, on énumère déjà toutes les fautes formelles qui ont été commises. Et c'est celles-là qui permettent, en fait, d'illustrer la méconnaissance du principe, si vous voulez. Voilà, donc ça, c'était sur la faute de gestion. Donc, existe-t-elle? Oui, elle existe. Alors, avant-dernière question, de quoi, finalement, le juge financier est-il le juge? Il est le juge d'une faute personnelle commise dans la gestion. Hein, on retombe toujours sur la même chose. Hein, c'est une faute personnelle. Alors, ce qui est important ici, c'est personnel. Hein. C'est une faute de gestion, mais une faute personnelle. Et cette faute doit être établie. Si elle n'est pas établie, le doute profite à l'accusé. Hein, on est dans le répressif. Et surtout, cette infraction, elle doit être imputée à un individu. Voilà, ce qui n'est pas toujours facile. Hein, j'y reviendrai. Donc, le juge financier n'est pas juge de l'opportunité des choix de gestion. Hein. Par exemple, le juge ne pourra jamais condamner un gestionnaire pour avoir appliqué une décision politique, a priori. Parce que ça, c'est un choix politique, si vous voulez. La gestion, on gère ensuite le choix politique, c'est autre chose. Mais de dire on veut ça, c'est pas ça ce qui va être jugé, c'est la gestion. Voilà, et ce n'est pas l'opportunité des choix de gestion, mais c'est la mise en œuvre, si vous voulez. Bon, ce n'est pas une responsabilité automatique ou présumée. Ceux d'entre vous qui connaissiez la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, vous savez que les comptables étaient responsables systématiquement. Par le simple fait d'être comptable, s'il manquait 3 francs 6 sous dans la caisse, il était responsable. Et on ne voulait pas savoir pourquoi, machin, il n'y a pas de circonstances. Il était automatiquement responsable. Ça n'existe pas hein, dans ce régime, qui est un régime comme au pénal, où il faut il faut établir les faits, il faut prouver une faute, il faut l'imputer à un individu ou à plusieurs individus. Voilà, donc il faut caractériser une faute personnelle. Donc finalement, ce qu'on regarde, c'est le comportement individuel, agissement ou abstention. Agissement, abstention, je reviens sur les règles. Hein. Agissement alors qu'une règle l'interdit ou abstention alors qu'une règle oblige à faire quelque chose. Hein. Donc on retombe toujours sur le non-respect des règles. Donc un comportement face à la règle, et est-ce qu'il a agi ou pas agi en fonction de ce que la règle l'obligeait de faire, mesuré à l'aune d'un ensemble d'éléments. Donc ce n'est pas que l'infraction est commise et il est condamné. Non, on regarde l'ensemble des circonstances, d'éléments. Notamment, on regarde évidemment les fonctions occupées. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quelqu'un qui est comptable public, il a des obligations beaucoup plus claires dans les textes et donc il y a un niveau d'attente en matière de responsabilité qui est beaucoup plus élevé que dans une association, par exemple, subventionnée, des gens qui ne sont pas des professionnels de la gestion et qui commettent des erreurs ou des fautes éventuellement sanctionnables. Donc on n'aura pas la même appréhension hein, du degré de la faute. Et puis, évidemment, ce qui est très important, c'est le contexte interne et externe. Hein, et on retombe ensuite donc, sur les circonstances atténuantes qui sont très fréquentes, parfois même des circonstances absolutoires et des circonstances aggravantes, assez souvent aussi dans la jurisprudence. Pas de responsabilité collective, hein, c'est individuel, ni de responsabilité de la personne morale. Alors ça aussi, hein, nous on juge des individus, pas des administrations. Avec, et ça c'est important, un risque d'irresponsabilité collective dans l'administration. Parce que, évidemment, on est dans l'administration ou dans la sphère publique, un gestionnaire n'est jamais tout seul, rarement seul à décider de quelque chose. Hein, il y a toujours un ensemble de gens, il y a des tutelles, il y a des contrôleurs, il y a des conseils d'administration, vous avez d'ailleurs des subordonnés, vous avez une direction juridique, etc., etc. Et donc, les gens sont rarement seuls complètement à décider. Et donc, bien évidemment, là, comme on est dans un régime qui juge l'individu, on en tient compte. Le fait qu'il y ait des défaillances des autres, etc., ça joue un rôle pour appréhender la responsabilité d'une personne. Mais un des risques, vous voyez bien, qu'on a dans l'administration, notamment quand on parle de l'État, c'est la dilution de la responsabilité. Et c'est justement un des problèmes. C'est ce que souvent les gens pensent, un peu le citoyen, il dit « non mais dans l'État, il y a des dérapages et puis en fait, personne n'est responsable. Hein. »
Et puis, c'est le cliché, hein, vous allez dans l'administration, vous cherchez quelque chose, vous toc, 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 vous ouvrez le bureau, vous dites « Ah non, c'est pas moi, c'est le bureau d'à côté. » Vous allez au bureau d'à côté, « Ah ben non, c'est pas moi, c'est l'autre. » Et ça, évidemment, c'est pas possible. Hein. En matière financière, c'est quelque chose qui n'est pas admissible. On retombe sur la confiance des citoyens, etc. Forcément, il doit y avoir un responsable, ou plusieurs. Hein. Et donc, on ne peut pas se satisfaire de, au sein de l'État, comme il y a 150 personnes les ministres ont changé 17 fois, etc., etc., et puis à la fin, on a une perte de plusieurs millions d'euros, on ne peut pas se satisfaire de ça. Donc, le juge cherchera quand même, autant que possible, une responsabilité individuelle, quitte à d'ailleurs faire appel à des principes de gestion. Hein, notamment le devoir d'organiser les services, le devoir de surveiller ses subordonnés, tout ça, ce n'est pas forcément écrit dans les textes, mais ça va de soi. Hein. Vous ne pouvez pas dire à votre subordonné, tiens, vous allez mettre en place un grand système d'information informatique, etc., et ensuite ne pas surveiller ce qui se passe. Hein. Ça, ce n'est pas possible. Là, on retombe dans les fautes de gestion un peu jurisprudentielles. Voilà. Et il peut y avoir des cas exonératoires, mais ça, notamment l'ordre écrit d'un responsable politique. Ça, c'est une des limites. Voilà, donc le juge financier est juge donc, de tout ça. Et c'est un office assez intéressant parce que, vous voyez, c'est assez complexe. On est à la fois dans les règles, dans le juridique très pur, et puis ensuite dans l'appréciation d'un comportement individuel. Dernière question, avant de vous céder la parole. L'ordre public financier n'intéresse-t-il que le juge financier? En réalité, non. Pour moi, en tout cas, l'ordre public financier est l'affaire de tous. Tous ceux qui sont dans la gestion publique sont responsables aussi de l'ordre public financier. Alors, c'est vrai, le respect de l'ordre public financier, c'est d'abord l'affaire de toutes les autorités chargées d'un contrôle. Tous ceux qui contrôlent finalement la régularité. Hein, le Parlement, les inspections ministérielles, les préfets, hein, et aussi les juridictions financières, bien sûr, puisqu'elles contrôlent. Hein. Donc, d'où d'ailleurs une très longue liste d'autorités de déférés qui peuvent enclencher notre contentieux. Hein, parce que nous, notre contentieux, ce n'est pas un contentieux de citoyens, malheureusement, directement. Hein. Il y a une liste limitative dans la loi d'autorités qui peuvent nous déférer des affaires, qui saisissent en fait le parquet général pour mettre en route le contentieux financier. Mais cette liste, elle est très longue. Elle est très longue parce qu'il y a beaucoup d'acteurs en fait qui contrôlent finalement dans l'administration. Et encore, on pourrait en rajouter. Il en manque en fait. Hein. Voilà. Mais de facto, on voit bien qu'il y a un rôle central des juridictions financières et aussi de l'administration des finances. Parce que ceux qui ont intérêt, enfin c'est même dans la génétique des juridictions financières, de la Cour des comptes, c'est de contrôler justement la gestion publique et l'argent public. Donc forcément, c'est elles qui aussi, tout comme les chambres régionales des comptes en région, sont souvent leaders, hein, je dirais, dans la découverte d'irrégularités. Et l'administration des finances aussi, parce que c'est quand même de l'argent public et que c'est d'ailleurs pour ça que Bercy met des comptables publics dans beaucoup d'organismes. C'est pour avoir un œil et un contrôle. Hein. C'est pour ça qu'il y a un contrôle budgétaire, qu'il y a un contrôle économique et financier, hein, que l'APE essaie d'avoir un œil sur ce qui se passe dans les entreprises publiques, etc. Donc c'est Bercy tout ça. Hein. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent public. Et quand ça dérape, il n'y a plus d'argent en caisse. Donc c'est un problème. Hein. Donc évidemment, Bercy est particulièrement intéressé par cet ordre public financier. Mais en fait, c'est aussi l'affaire de tous les gestionnaires publics eux-mêmes. Parce qu'en réalité, quand vous êtes gestionnaire public, évidemment, vous avez le risque de régularité, le risque d'être sanctionné éventuellement. Et ce risque, il faut le prévenir. Donc, il faut que vous mettiez en route, en place, toutes les modalités qui permettent d'éviter que ce risque de régularité survienne. Le risque de régularité, et au-delà, le risque de probité, qui est encore un risque plus grave, puisque là, après, on rentre dans le pénal. Quand vous êtes directeur d'un hôpital et qu'il y a des détournements massifs dans votre hôpital, il ne suffit pas de dire ah, ils sont méchants, ils ont détourné quelque chose. C'est aussi à vous de surveiller les gens et de mettre en place les contrôles qui permettent d'éviter ça. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est typiquement dans les obligations de gestion d'un directeur d'hôpital, c'est aussi de surveiller ce qui se passe en fait, hein, et de mettre en place un contrôle interne, des procédures, de marché par exemple. Tout ça, ça fait partie des obligations d'un gestionnaire dont le non-respect peut être sanctionné. Voilà. Et peut-être même de les dénoncer. Hein. Voilà. D'ailleurs, si un gestionnaire public se retrouve devant la Cour et qu'il peut démontrer qu'en fait c'est lui-même qui a mis fin à ces errements, etc., il sera le plus souvent relaxé ou en tout cas c'est des circonstances atténuantes très larges. Et enfin, indirectement, c'est l'affaire de tous les citoyens. Parce que comme je le montrais tout à l'heure, l'ordre public financier, c'est aussi notre argent, in fine, à tous, d'une façon ou d'une autre.
et aussi parce qu'on vote et qu'on vote pour un Parlement qui autorise les dépenses, etc. Et donc quand ça dysfonctionne, nous sommes aussi concernés, nous. Et nous sommes éventuellement affectés dans notre confiance, dans la confiance que nous avons dans l'administration, au sens large. Et donc, finalement, le respect de cet ordre public financier concerne tout le monde, et il existe maintenant un outil qui est la plateforme de signalement, hein, sur le site de la Cour des comptes. Il y a une plateforme de signalement où les gens peuvent, de façon nominative ou anonyme, dénoncer des irrégularités financières. Voilà, j'ai déjà trop parlé. Merci pour votre attention. Pas du tout trop. On est absolument ravis d'écouter ton intervention qui est particulièrement éclairante et qui a parfaitement, je trouve, montré les différents aspects, les différentes dimensions du nouveau régime, politique, démocratique, qui revient encore à l'instant, historique, juridique. Alors, on saisit bien à la fois les nuances qu'il faut apporter à la dimension de nouveauté du système, ça on l'a bien saisi, on mesure bien sa nécessité aussi. Et puis, on prend la mesure en tout cas, de ce dont est porteur cette notion cette notion de faute de gestion. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est renvoyé un peu aux ambitions du juge, à certains aléas aussi, bon, sous la surveillance de la Cour d'appel financière et du Conseil d'État. Mais on voit que le système et le droit positif ouvrent beaucoup de possibilités à cet égard. Donc, il faudra que tous on soit attentifs aussi à voir exactement quelle voie emprunte cette notion de faute de gestion à l'avenir. Bon, moi j'ai des questions à poser bien sûr, mais je pense que c'est à la salle, d'abord aux étudiants auxquels est prioritairement destinée cette conférence, peut-être de poser des questions. Donc je vous laisse la parole les uns et les autres. Il doit y avoir un micro. Bonjour. Et merci pour votre intervention. Donc moi, je m'appelle Anaëlle et je suis étudiante dans le Master Pro de Finances publiques dans le parcours collectivité territoriale. Moi, je me posais une question. Dans quelle mesure est-ce que la Cour des comptes va reprendre des jurisprudences ou des principes qui ont été reconnus dans les arrêts de la CDBF? Est-ce qu'il va y avoir une sorte de continuité? Et est-ce qu'il y a des idées? Est-ce que ça ressort déjà dans les premiers arrêts de la Cour des comptes? Merci. Oui, non, c'est une question évidemment très, très pertinente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le nouveau régime est entré en vigueur le 1er janvier et la CDBF a disparu le 31 décembre. Mais il y avait plein d'affaires en cours. Et donc, la première chose, le législateur a prévu dans les lois, dans l'ordonnance, des règles de transition et notamment de transfert des affaires CDBF non encore jugées vers la Cour des comptes. Donc déjà, en janvier, d'ailleurs moi j'ai beaucoup fait ça, on a transféré toutes les affaires de la CDBF à la Cour. Il y en avait déjà un certain nombre. Et donc bien évidemment, ça veut dire qu'on est quand même dans une vraie continuité. D'ailleurs c'est pour ça que le nouveau régime, il est nouveau parce que c'est la Cour des comptes, etc., tout ce qu'on vient de dire, mais n'empêche qu'on commence le nouveau régime avec des anciennes affaires. Et voilà, et donc ça c'est un. Deux, on a bien évidemment, intellectuellement, encore une fois, c'est voulu en fait, cette continuité avec la CDBF. Matériellement, je dis CDBF, mais la Cour a disparu, la Cour de discipline a disparu, mais matériellement, les infractions, le champ des justiciables, la nature des sanctions, les finalités, tout ça, c'est la même chose. Et donc, il y a une continuité. Ça, c'est tout à fait assumé. D'ailleurs, on dit parfois aussi, en tout cas dans la communication, ça a été présenté un peu comme ça, on a dit on unifie les deux régimes de responsabilité, donc celui des comptables et puis celui des ordonnateurs de la CDBF. La réalité est tout autre. On a supprimé la RPP des comptables, elle est morte, définitivement enterrée, elle était de nature civile, etc. Et on a en fait repris le modèle matériellement de ce régime faute de gestion de la loi de 48 et on l'a intégré à la Cour des comptes. Voilà. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien évidemment, la Cour de discipline budgétaire qui existe quand même depuis 70 ans, alors elle n'a pas rendu beaucoup d'arrêts par an, entre 0 et 10 arrêts par an, grand maximum, mais enfin sur 70 ans, ça en fait quand même. Donc on a un corpus de jurisprudence qui est quand même utile et qui existe. Et pour répondre à votre question, oui, on s'en inspire très fortement, systématiquement je dirais même. Dès qu'on a une possibilité d'utiliser un précédent
issu de la jurisprudence CDBF, on le prend. Alors, ce n'est pas toujours possible, parce que, comme je le disais tout à l'heure, certaines infractions ont un peu changé à la marge, etc. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas réutiliser. Mais on peut réutiliser beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et donc, c'est une source d'inspiration. Et d'ailleurs, c'est plutôt une source même de sécurité, je dirais, pour le justiciable, parce que ça montre aussi qu'on n'est pas dans un nouveau absolu où on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver. Bah, on sait très bien ce qui va nous arriver. Ce qui va nous arriver, c'est la CDBF, avec en plus des plafonds d'amende qui sont amoindris par rapport à la CDBF et des infractions qui sont resserrées par rapport à la CDBF. Donc ça, c'est plutôt aussi rassurant. Voilà, donc moi je suis plutôt, je dirais plutôt, on est dans une continuité vraiment assumée, à la fois dans les textes et dans la jurisprudence, avec l'ancien régime de responsabilité mis en œuvre par la CDBF. Bonjour, je m'appelle Ismaël Abada, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question moi, qui portait sur la fonction juridictionnelle des CRC, qui du coup n'existe plus. Pensez-vous qu'à long terme, cette suppression et un peu la transformation des CRC, qui jouent désormais un rôle majeur d'audit et de conseil, pensez-vous que ça peut conduire à un affaiblissement ou à un retrait des juridictions financières, la Chambre des comptes étant un peu la dernière véritable représentante ? Alors, oui, alors là aussi, c'est une question très importante que vous soulevez là, qui a été beaucoup débattue, évidemment, au moment de l'entrée en vigueur de la réforme. Les chambres régionales et territoriales des comptes restent des juridictions, formellement. Elles sont composées de magistrats, mais vous avez raison, matériellement, elles ne jugent plus. Par contre, la nouvelle chambre du contentieux, donc on a maintenant un contentieux national unique qui est mis en œuvre par une juridiction unique qui est la Cour des comptes. Mais au sein de la Cour des comptes, on a créé une chambre spécialisée qui s'appelle la chambre du contentieux, et celle-ci est composée de façon mixte et paritaire de magistrats de CRC et de magistrats de la Cour des comptes. Ce qui fait que les CRC sont injectés, si je puis dire, dans le système. Même du côté du parquet, le parquet général à la Cour des comptes, c'est lui qui a le monopole des poursuites. Alors, je n'en ai pas parlé dans un truc, mais on pourrait en parler aussi. C'est qu'on est dans du répressif, comme au pénal, et donc il y a un procureur. Et c'est le procureur qui engage les poursuites, mais il n'y a qu'un procureur. Le procureur général, près la Cour des comptes, il est à Paris. En revanche, les procureurs financiers près les chambres régionales des comptes, en réalité, il y a une nouvelle disposition législative qui leur permet en fait de travailler pour le procureur général. Donc, ce qui fait que de facto, les procureurs financiers en région, ils ont deux casquettes. Ils ont une casquette non juridictionnelle, un peu si je puis dire, auprès des CRC, mais ils ont tous une casquette juridictionnelle avec nous, au parquet général, pour la chambre du contentieux. Et dans la pratique, c'est massivement le cas. Il n'y a pas un seul procureur financier aujourd'hui de CRC qui n'a pas des affaires nationales contentieuses en suivi, si vous voulez. Et puis, par ailleurs, il faut dire aussi que dans les statistiques qu'on a depuis janvier de déférés, puisque le système doit être alimenté par des déférés, donc il y a des gens qui contrôlent, ils trouvent des irrégularités, ils défèrent. Eh bien, les CRC sont la principale autorité de déféré. D'ailleurs, au dernier trimestre, troisième trimestre 2023, on vient de faire les statistiques, 90% des déférés viennent des CRC. Par ailleurs, comme vous le savez aussi, les juridictions financières, traditionnellement, elles sont des juridictions, mais matériellement, dans leur travail au quotidien, l'activité juridictionnelle a toujours été minoritaire. Le gros du travail même de la Cour des comptes, c'est de contrôler, c'est de faire de l'audit, voilà, de régularité, mais aussi de performance, etc. Par ailleurs, la Cour des comptes certifie les comptes de l'État, c'est tout un métier, avec plein de gens qui font ça. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, depuis la Restauration, la Cour des comptes, et c'est dans la Constitution, dans l'article 47.2, en fait, suit l'exécution des lois de finances, donc travaille aussi pour le Parlement. C'est encore une autre activité. Ensuite, on a aussi maintenant une mission qui est même dans la Constitution, c'est l'évaluation des politiques publiques. C'est encore un autre métier. Et les CRC, en réalité, ne le faisaient pas, maintenant vont aussi contribuer à l'évaluation des politiques publiques. Donc, tout ça pour dire que, est-ce que ça affaiblit les CRC? La réponse, à mon avis, est non. Pas du tout. Et puis, quand même, dernier point, c'était mon dernier diapo, c'est l'ordre public financier, ce n'est pas une affaire que des juridictions financières. C'est-à-dire que nous, procureur général, enfin parquet général près la Cour, dans nos activités contentieuses, on est aussi alimenté par l'extérieur, entre guillemets, les ministres, les inspections, les préfets, etc.
Donc il faut atteindre un équilibre. Comme on est dans un système nouveau, évidemment, on n'a pas encore complètement atteint cet équilibre. On n'a pas vraiment le recul non plus, parce que je vous donne des chiffres sur un trimestre, mais qu'est-ce qu'un trimestre dans la vie des institutions, hein? Si ça se trouve, le trimestre suivant, ça va être inversé, etc. Donc il faut avoir un peu plus de recul pour pouvoir vraiment répondre à cette question avec vraiment une pertinence définitive. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, donc je vous remercie aussi pour votre intervention qui était très instructive. Donc moi j'avais une question peut-être un peu plus, je dirais, polémique, dans le sens où donc, ce nouveau régime, entre guillemets, pour nouveau, de responsabilité, est-ce qu'il ne poursuivrait pas finalement un objectif peut-être plus officieux lié au New Public Management, dans le sens où le New Public Management vise aussi la réduction des emplois publics, qui représente quand même une dépense considérable pour l'État. Et en fait, moi, avec ce nouveau régime, je me demandais si finalement le comptable public, qui à l'époque représentait un gage de probité et de contrôle, était peut-être un peu moins nécessaire, puisque on a quand même une responsabilité des gestionnaires publics bien rodée avec la CDBF, qui maintenant a des vrais moyens d'action, vu que c'est à la Cour des comptes que ça a été transféré. Et donc, finalement, en plus, le nouveau décret supprime également la prestation de serment des comptables devant le juge financier. Donc est-ce que finalement cette réforme n'est pas aussi une amorce à une réduction, voire à une suppression du rôle de comptable public ? Alors c'est évidemment une question très pertinente qu'on se pose tous, hein, d'une certaine façon. Moi, ce que je retiens quand même de la réforme en 2022, c'est que les comptables publics existent encore pour le moment, hein, et qu'ils ont des obligations particulières, hein. Tant qu'il y a le fameux décret, hein, GBCP, on avait GBCP, donc c'est les règles en fait, si on peut dire dans la sphère publique proprement dite, hein, des rôles des ordonnateurs, des comptables, quand est-ce qu'on dépense, comment on fait, les recettes, etc. Tant qu'il y a ces dispositions-là, le comptable public garde un rôle très important. Et vous avez raison, on peut s'interroger sur l'évolution finalement du métier du comptable public, ça c'est évident. Et il est sûr aussi que entre la restauration dont je vous parlais tout à l'heure, hein, où on a en 1822, on avait finalement des caissiers, hein, qui recevaient des papiers et qui ouvraient un coffre et ils sortaient des pièces d'or, hein, pour payer, etc. Et aujourd'hui, vous avez, tout est informatisé, vous avez des sommes aussi, enfin des montants d'argent qui n'ont rien à voir avec ce qui a pu exister il y a 100 ans. Évidemment, le métier du comptable a beaucoup évolué, hein. Et l'image d'Épinal du comptable, il prend la facture et regarde est-ce qu'il y a la bonne signature, est-ce que c'est tamponné, tout ça, ça c'est un peu terminé. Mais ça ne veut pas dire que le rôle du comptable n'est pas important. Moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on garde un rôle cette séparation entre ordinateur comptable. C'est d'ailleurs l'illustration d'un principe général qu'on retrouve aussi dans le privé, qui est la séparation des fonctions. Je veux dire, vous mettez jamais, quand il y a beaucoup d'argent en cause, vous ne mettez jamais toutes les clés à une seule personne. Même dans une petite association, vous avez une double signature, etc. Donc, on parlait tout à l'heure des fautes de gestion sur des principes, etc. Même si demain on nous supprime la séparation ordonnateur-comptable, je suis prêt à parier qu'on aura une jurisprudence qui dira oui, mais la séparation des fonctions, c'est une obligation, c'est un principe général de saine gestion qui existe dans le monde entier, qui est incontesté et qu'on va donc appliquer, même si les textes n'existent pas. Bon, donc pour vous répondre, oui, les comptables publics, ça reste très important. Est-ce que leur métier va encore évoluer dans l'avenir? La réponse est certainement oui. Alors ça se fait de façon un peu désordonnée, enfin différenciée selon les structures, parce que les comptables publics au sein de l'État, c'est assez différent des comptables publics dans les collectivités locales. Voilà, donc dans les établissements publics aussi, ça a déjà beaucoup évolué. Donc déjà, les responsabilités sont assez différentes selon les organismes, en fait. Et puis, vous avez, si vous connaissez bien ce sujet, il y a eu quand même ces dernières décennies des évolutions très importantes concernant l'État, hein, et notamment la création de Chorus, hein, de ce système d'information qui fait que c'est un flux, en fait, dématérialisé. Etc. Et que donc, alors on a créé d'ailleurs des services mixtes maintenant, ordinateurs et comptables, etc. Mais dans lesquels on retrouve quand même toujours la séparation des fonctions à un moment donné. Donc voilà, donc pour moi, ça reste, les comptables publics, ça reste pertinent, leur existence. Et en même temps, il y a aussi des pays où ça fonctionne différemment. Enfin, c'est toujours la même chose. On peut faire évoluer cela. Moi, je suis plutôt partisan de garder des choses qui fonctionnent, hein, parce que ça fonctionne.
et que le fait qu'on ait... Non, mais sérieusement, le fait qu'en France, on ait des comptables publics dans la sphère publique au sens strict, c'est un atout en fait. C'est une garantie quand même de régularité. Alors, que ça énerve parfois les gens parce que c'est des empêcheurs de tourner en rond et qu'ils disent non alors que le gestionnaire, il aimerait bien que ça soit oui, je comprends. Mais en termes de bonne gestion et de gestion régulière, vraiment, il y a un plus d'avoir les comptables et de les garder. Vous savez, les réformes, c'est bien, mais les réformes ont toujours un coût. Et surtout, quand on réforme des trucs qui fonctionnent, il faut être sûr que l'après ne soit pas pire qu'avant. Donc, moi, je suis plutôt partisan d'y aller un peu doucement et de faire évoluer les métiers des comptables, c'est ce qui se passe d'ailleurs, mais de surtout pas les faire disparaître tout de suite. Alors après, vous avez des questions un peu spécifiques sur les collectivités locales. Donc là, c'est en France, vous savez que les collectivités locales, obligatoirement, ont des comptables, mais qui sont des comptables de l'État. Bon. Est-ce que ça doit rester comme ça? Est-ce qu'on pourrait modifier, faire évoluer ce pan-là? On peut y songer. Mais là aussi, c'est une garantie quand même. Hein. C'est une garantie et que moi, j'ai tendance à penser qu'elle n'a pas perdu en actualité, quoi. Et pour prolonger un petit peu cette question, mais sous un autre angle, moi, la question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que le nouveau régime représente un recul de la responsabilité des comptables publics ou pas? Parce que ça, c'est une position qui a été beaucoup soutenue. Oui, alors ça dépend ce qu'on entend par recul. Si c'est numériquement, oui, parce que évidemment, jusqu'à présent, on jugeait tous les comptes de tous les comptables, puisqu'il y avait... Alors, progressivement, d'ailleurs, on a aménagé ça parce que c'était impossible, donc il y avait une prescription, donc de temps en temps, on ne jugeait plus certains comptes, etc. Mais globalement, tous les comptables passaient devant le juge, bon, même s'ils n'avaient rien fait. Hein. Bon. Mais en réalité, est-ce qu'il faut regretter ce temps-là? Moi, je ne pense pas, parce que de faire apurer des comptes par un juge, alors même que peut-être le comptable n'a commis jamais aucune faute personnelle, etc., ça ne fonctionnait plus à la fin. Donc, ce n'est pas la fin de la RPP, pour moi, ce n'est pas un recul de la responsabilité des comptables. Au contraire, parce qu'en fait, ils retombent maintenant vraiment dans le régime général. Et dans le régime général, les comptables, ils ont un rôle à jouer. Et s'ils ne le jouent pas, ils sont possiblement, ils peuvent être sanctionnés. Et ils peuvent être sanctionnés vraiment. Parce que dans le régime de responsabilité des comptables publics d'autrefois, vous savez, on prononçait un débet. Et le débet pouvait être remis par le ministre quasi entièrement. Plus tard, il y avait des limitations. Enfin bref, en plus, ils étaient assurés et en plus, il y avait un cautionnement, etc. Donc, ce qui fait qu'in fine, les comptables ne payaient pas grand-chose de leur poche. Alors, un peu, toujours trop pour certains, etc. Mais globalement, c'était un peu un jeu d'ombre. Hein. On était en robe, etc. On disait 1 milliard de francs de débet, parce que ça arrivait. 1 milliard de francs de débet. On sait bien que personne en France est capable de payer 1 milliard de francs, ou maintenant 150 000 euros de débet. Donc, finalement, le ministre passait l'éponge, etc. Donc, c'était un peu un jeu d'ombre. Donc, la fin de la RPP, pour moi, c'est plutôt une nécessité. On ne pouvait pas faire autrement. En revanche, le fait que les comptables entrent dans un régime qui n'est pas le régime de la CDBF, qui était un régime vraiment de la rareté, en fait, mais dans un régime où il y a plus de contentieux, on va forcément retrouver dans les arrêts des mois à venir aussi des comptables publics. Voilà. Mais cette fois-ci, on regardera s'ils ont vraiment commis une faute personnelle. Et ils pourront aussi se dédouaner éventuellement si ce n'est pas leur faute, parce que c'est un système d'information qui leur a été imposé et que dans ce système d'information, il y a des trucs qui dysfonctionnent et qu'ils ne pouvaient rien faire contre ça, par exemple. Voilà. Et donc, et en plus, ils seront condamnés éventuellement à des amendes qui ne pourront pas être remises. Donc, c'est une vraie sanction cette fois-ci. Voilà. Alors, donc ils seront moins souvent pris par le contentieux, et heureusement. Et s'ils font très bien leur travail, d'ailleurs, ils ne le seront jamais. Mais lorsqu'ils le seront, les conséquences seront quand même plus graves que cette RPP ancienne qui finalement était quand même pas très effective. Voilà, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de débats sur ça, etc. Il y a des gens évidemment qui tout de suite critiquent et tout. Je crois que de ce point de vue-là, la réforme est plutôt équilibrée dans son résultat. Oui, je suis tout à fait convaincu par ta réponse. Et y a-t-il d'autres questions dans la salle ?
Guillaume, en Master 2 de Finances publiques également. Juste pour revenir sur les sanctions, et en particulier celle à l'égard des ordonnateurs, vous avez à un moment donné évoqué le fait que la sanction professionnelle ne serait peut-être pas forcément optimale. Pourquoi, selon vous, elle ne le serait pas? À titre de comparaison, les élus, par exemple, en cas de fraude électorale, peuvent être soumis à une éligibilité. Est-ce qu'en fonction de la faute de gestion, un ordonnateur ne pourrait pas avoir une sanction similaire? Et sans forcément être autant radical, en cas de condamnation d'un ordonnateur, est-ce que la Cour des comptes suit personnellement l'évolution de la carrière de cet ordonnateur? Car à l'égard des sanctions managériales dans la fonction publique, beaucoup d'ordonnateurs changent de département ou d'organisme et continuent d'exercer les mêmes fonctions. Est-ce que vous arrivez à suivre ça? Est-ce que c'est possible pour vous ou pas? Alors, oui, vous avez raison. Cette question des sanctions éventuellement professionnelles, c'est quelque chose qui est régulièrement débattu. Hein. Il y a tous les X années, c'est un truc qui ressort du chapeau. Il y aura un universitaire qui va dire « mais tiens, pourquoi on ne fait pas ça ?» etc. Pourquoi pas? Je vous ai dit, hein, moi je trouve que pourquoi pas, ça peut être une bonne idée, mais je ne crois pas que ce soit vraiment nécessaire pour l'effectivité du régime de responsabilité. Et puis après, en effet, ça pose un certain nombre de problèmes parce que, si vous voulez, des interdictions professionnelles, vous avez l'ordre public financier, tout ce qu'on fait là, c'est un peu une sorte de police administrative, si vous voulez. Voilà. Alors pourquoi? Est-ce que la Cour des comptes suit le déroulement de carrière? Non, parce que ça, c'est vraiment pas notre métier. Il n'y a pas de casier judiciaire non plus, entre guillemets. Il pourrait y avoir, hein, mais ce n'est pas le cas. Néanmoins, on en parlait avec Christophe tout à l'heure, dans les faits, quand un ordonnateur ou un gestionnaire public est condamné par la Cour des comptes, ça fait quand même très mauvais effet. Ça se sait. Surtout quand il y a une publication au JO, même si le JO n'est pas trop lu, il y en a quand même toujours un qui va lire ça. Et que ça vous crée des problèmes de carrière quand même. Moi, de ce que j'ai vu, moi, c'est que en étant secrétaire général de la CDF, j'ai vu quand même beaucoup d'affaires passer, etc. Et les gens se défendent, mordicus. Pourquoi? Parce que leur honneur est en jeu et leur carrière aussi. Hein. Et d'ailleurs, très souvent, les gens plaident en disant « non, mais moi, j'ai toujours fait au mieux pour refaire… » Vous voyez, il y a une dimension humaine qui est extrêmement, extrêmement forte. Voilà, et qu'il ne faut pas négliger. Les gens sont très affectés par ça c'est pas automatique, c'est pas parce que vous pouvez commettre à un moment donné une faute de gestion et c'est sanctionnable et ça peut, je pense, arriver à beaucoup de gens quand on est en situation de gestion. Moi, j'ai été aussi gestionnaire public. Hein. Je pense que beaucoup de magistrats financiers, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une juridiction administrative spécialisée. Hein. C'est un juge administratif qui lui-même connaît la gestion, parce que la gestion publique, c'est compliqué. Vous avez très souvent des impératifs contradictoires. On vous dit il faut construire tel truc, mais en même temps vous n'avez pas l'argent pour le faire, etc. Ou il faut vite remplacer le chauffage de l'hôpital parce qu'on est en novembre et que sinon il n'y a pas de chauffage et vous fermez le truc. Et de l'autre côté, continuité des soins, continuité du service public, on est dans une petite ville de province, vous faites comment? Et vous avez le code des marchés publics, vous faites comment? Vous voyez? Donc, je pense que voilà, déjà d'être attrait devant la Cour, c'est extrêmement dur. D'être condamné à des amendes, voilà, c'est souvent plutôt symbolique parce que souvent d'ailleurs les frais d'avocat dépassent largement le montant de l'amende auquel condamne la Cour. Mais surtout, c'est quand même un peu une tâche que les gens portent ensuite sur eux. Alors ça ne les disqualifie pas pour toujours, mais ne sous-estimez pas ça. Hein. Il y a ce côté-là quand même sociologiquement qui est extrêmement puissant. Voilà. Donc la Cour n'a pas besoin forcément de suivre la carrière des gens condamnés. Par contre, ce qu'on fait, évidemment, c'est qu'on suit que les gens payent vraiment l'amende. Ça c'est quelque chose qu'on suit, évidemment. Alors c'est peut-être la dernière question, compte tenu de l'heure, mais est-ce que tu pourrais très librement nous décrire un petit peu quels étaient les acteurs très concrètement de la réforme? La Cour des comptes a été impliquée dans la réflexion, la DGFiP, comment… Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur cette boîte noire pour nous? Ouais. Non, il sera certainement intéressant un jour que des historiens du droit, alors pourquoi pas vous, un jour, si vous êtes passionné par la question, c'est de faire un peu l'historique je vous disais tout à l'heure qu'on a mis finalement 200 ans pour en arriver là. Hein, et pourquoi finalement ça a pris aussi longtemps et pourquoi même le projet de réforme Seguin qui date quand même de 2009 n'a pas abouti, pourquoi ensuite il y a eu des tentatives de réforme plus ou moins réussies, avortées, tout le temps en fait. Hein, si vous voulez,
pour répondre quand même un petit peu à côté, parce que c'est que la CDBF, dès sa création, c'est quand même vraiment, ceux qui ont créé la CDBF en 1948, étaient des gens quand même très visionnaires. Parce qu'ils n'ont pas repris justement la structuration responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, ils se sont affranchis de ça, ils ont dit non mais attendez, la gestion publique, c'est pas que la comptabilité publique, c'est tout un ensemble, il y a des entreprises nationalisées, il faut couvrir tout ça. Donc on crée un régime qui a une plasticité et qui s'adapte finalement à tous les organismes, à toutes les hypothèses de gestion. Donc c'est très visionnaire. Et en même temps, à l'époque, on n'a pas voulu donner ça à la Cour des comptes, pour plein de raisons, notamment parce que c'est un... Pouvoir juger les acteurs de la gestion publique, il y a un enjeu de pouvoir aussi derrière ça, institutionnel, etc. Donc, on a choisi de créer une petite juridiction pour ne pas faire trop de vagues, etc. Bon, ça a réussi, hein, parce que ça n'a pas fait trop de vagues. N'empêche que le modèle fonctionnait. Il fonctionne, en fait. Et toute la jurisprudence de la CDBF montre que ça fonctionne. Et c'est parce que ça fonctionne que ça a été repris dans cette réforme. Alors, donc, dans la réforme de 2022, qui en fait était donc précédée de plein il y a eu un rapport Basser, par exemple, etc. Bon, il y avait plusieurs enjeux, si vous voulez, mais depuis 20 ans déjà. Il y avait d'une part la question, qu'est-ce qu'on fait de la responsabilité des comptables publics? Tout le monde sait que ça ne marche plus. Et en même temps, est-ce qu'on peut le supprimer? C'est compliqué parce que est-ce qu'on n'en a pas quand même besoin? Et si on l'enlève, on la remplace par quoi? Par rien, etc. Donc il y avait ce débat-là. C'est un débat qui intéresse essentiellement le ministère des Finances et en particulier la Direction générale des finances publiques. Ensuite, il y avait un autre débat qui était les limites de la CDBF. La CDBF, elle est superbe, mais elle ne marche pas assez bien, il faut une grosse réforme. Et ça. Là, les acteurs, évidemment, ça a toujours été la Cour des comptes, le Conseil d'État aussi, puisqu'il était partie prenante dans la CDBF. Hein, donc on a des propositions de réforme, d'ailleurs dans les années 90 déjà, assez audacieuses, qui sont portées à la fois par le Conseil d'État et par la Cour des comptes. Donc là, vous avez un deuxième acteur, je dirais, évidemment, qui s'intéresse à ça. Ensuite, vous avez un autre acteur qui est éventuellement tout ce qui concerne la fonction publique, parce que ça concerne pas seulement les fonctionnaires, mais quand même beaucoup les fonctionnaires. Donc, évidemment, au sein de l'État, tout ce qui est fonction publique s'intéresse aussi au sujet. Ensuite, vous avez un autre acteur qui est tout ce qui est transformation publique, modernisation de l'action publique, etc., qui peut-être peut penser que tout ça, c'est des vieilleries, hein, les règles, tout ça, c'est trop contraignant, il faut du management, de performance, liberté de gestion, etc. Voilà. Et après, vous avez le Parlement, vous avez qui là, en l'occurrence, n'a pas joué de rôle, mais qui pourrait en jouer, qui en a joué dans le passé et qui peut en jouer dans l'avenir. Vous avez aussi les associations d'élus, par exemple, qui ont aussi leur mot à dire sur tout ça. Voilà, donc tout ça montre que vous avez plusieurs acteurs, et évidemment, quand il y a des réformes comme ça se font, tous ces acteurs sont actifs. Hein, et ils essayent d'aboutir à un produit, si je puis dire, qui soit le plus pertinent de leur point de vue. Alors, et puis un autre acteur très important, c'est la doctrine, parce qu'on est dans du droit. Les universitaires ont joué un rôle très important, en fait, hein, dans cette réforme de 2022, parce qu'il y a eu beaucoup d'articles, des thèses sur le sujet, etc., et ça finit quand même par infuser. Hein. La doctrine elle-même était arrivée à la conclusion que tout ça, ça ne marche pas. Il faut une réforme. En gros, il y avait quasiment un accord de la doctrine sur ce sujet-là. Après, avec des nuances, hein, comment on fait, etc. Mais voilà, donc, vous voyez, c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on peut arriver à une réforme d'une telle ampleur. C'est parce que tous ces acteurs-là, finalement, arrivent à négocier entre eux quelque chose qui donne donc cette réforme-là. Voilà. Mais pour ceux qui s'intéressent notamment à la science administrative, à la vie des institutions, c'est un bel exemple, en fait, de comment on en arrive à une réforme comme ça. Quel a été le jeu d'acteurs? Alors moi, j'ai évidemment vu en partie certains aspects de cela, mais pas tout. Donc je peux pas. Et puis après, il y a des secrets de fabrication des uns et des autres qu'on ne peut pas mettre sur la place publique. Mais un jour, il faudra le faire. Donc j'invite quelqu'un qui s'intéresse, qui veut faire une thèse en histoire du droit ou autre. Ça peut être un très très beau sujet. À bon entendeur, n'est-ce pas? Bon, écoutez, compte tenu de l'heure, et puis je crois de nos échanges qui ont été très abondants, très riches, très complets, je crois, et du temps que je sais précieux de Nicolas Gropper, il me reste à lui dire un immense merci
en mon nom, et puis je crois en notre nom à tous, pour cette très riche intervention, ces échanges très ouverts et constructifs, et très prometteurs, je crois. Et donc, merci énormément, Nicolas. Merci pour et je crois qu'on l'invitation. peut applaudir notre invité. Merci.